à toutes et à tous. Je me présente Redouane Djeloua, je suis directeur du campus à l'ESEP. L'ESEP est une école d'ingénieurs qui est située à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Et donc on a deux autres campus en France, un campus à Aix-en-Provence et un deuxième campus à Reims. Je suis directeur des formations mais aussi enseignant-chercheur. Et donc je m'intéresse plus particulièrement au développement logiciel. Depuis une dizaine d'années, je m'intéresse au sujet du Green IT et du numérique responsable. Donc aujourd'hui, au niveau de ma présentation, ça va être une présentation très générique sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans, on va dire, des notions très techniques, notamment au niveau du développement logiciel. Mais l'objectif, c'est de vous présenter, c'est de vous faire, dans un premier temps, un état des lieux sur le numérique et ensuite un état des lieux sur l'impact du numérique, donc l'impact environnemental du numérique, et je parlerai aussi de l'impact social du numérique. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter quelques chiffres en termes de prospective, c'est-à-dire sur les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, si on n'agit pas, quelles seront les conséquences en impact, au niveau impact environnemental et au niveau impact social. Et enfin, je vous présenterai ce qu'est le numérique responsable, ce qu'est une démarche numérique responsable pour les usagers, mais aussi pour les administrations et les entreprises. Alors, dans un premier temps, je vais vous citer quelques chiffres par rapport au numérique. Ça va me permettre de poser la problématique et de présenter clairement ensuite quels sont les impacts liés à l'usage du numérique au quotidien. Au niveau du numérique, aujourd'hui, on distingue trois typologies. Les utilisateurs, les usagers particuliers, vous, moi, les usagers qui utilisent Internet, qui utilisent des programmes informatiques au quotidien. On a aussi ce qu'on appelle les réseaux. Les réseaux, c'est un réseau d'entreprise, un réseau Internet, un réseau qui permet de diffuser de l'information, qui permet de diffuser de la donnée. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les centres informatiques, c'est les fameux data centers. Donc, je reviendrai sur notamment l'impact de ces data centers en termes de consommation énergétique tout à l'heure. Donc, sur ces trois volets, les utilisateurs, les réseaux et les centres informatiques, quelques chiffres. Les utilisateurs, aujourd'hui, quelques chiffres 2019. Donc, ces chiffres, vous pouvez les consulter sur le site greenit.fr. Donc, aujourd'hui, au niveau des utilisateurs, on a, c'est des chiffres approximatifs, on ne peut pas avoir un chiffre exact d'utilisateurs, mais aujourd'hui, on estime à 4 milliards d'utilisateurs, les utilisateurs au quotidien de l'informatique, pour un équivalent de 34 milliards d'équipements informatiques. Quand je dis équipement informatique, ça peut être un PC fixe, un PC portable. Au niveau des smartphones, aujourd'hui, on estime le nombre de smartphones à 3 milliards 500. Et pareil, pour les objets connectés, on verra après, au niveau des objets connectés, en termes d'évolution et de perspective, c'est les objets connectés où on a, on va dire, des perspectives importantes d'évolution. Donc on a aujourd'hui 19 milliards d'objets connectés, mais vous verrez après, sur les 10 prochaines années, on estime que cette progression sera de 25% par année. Donc un chiffre aussi important, aujourd'hui un internaute passe en moyenne 5 heures par jour à naviguer sur Internet, donc près de 2 heures sur mobile en France. Là c'est un chiffre au niveau national. Sur les premiers chiffres, c'est plutôt des chiffres au niveau international. Les réseaux. Donc aujourd'hui, pour utiliser Internet, chez vous, vous passez par une box. Aujourd'hui, en France, au niveau international, on estime le nombre de box à 1,1 milliard de box existants. Il existe 10 millions d'antennes relais, ça va de la 2G jusqu'à la 5G, et 200 millions d'autres équipements actifs. Quand on parle de WAN, c'est des réseaux informatiques externes, et LAN, c'est des réseaux informatiques internes. Donc aujourd'hui, c'est 200 millions d'équipements pour ces réseaux informatiques.
les fameux data centers, donc pour pouvoir sauvegarder de la donnée. Donc pour pouvoir sauvegarder de la donnée, on héberge ces données dans des serveurs qu'on appelle data centers. Aujourd'hui, au niveau mondial, donc on a 67 millions de serveurs hébergés. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, un chiffre qui est quand même assez marquant dans le numérique, si on prend uniquement le matériel, aujourd'hui le numérique pèse 5 fois plus que le parc automobile français en France, rien qu'au niveau du matériel. Donc ça vous donne une idée du matériel informatique qu'on utilise au quotidien. Donc les usagers, les réseaux, les data centers, ça a des impacts au niveau environnemental et au niveau social. Quels sont ces impacts? Je vais commencer dans un premier temps par présenter les impacts au niveau de l'environnement et dans un deuxième temps, je vous présenterai l'aspect social. Alors, quand on parle d'impact environnemental, on parle de cycle de vie. Donc, pour tout produit numérique, que ce soit un PC portable, un téléphone, un système, un réseau, on passe par un cycle de vie avec 3 étapes. Une première étape qu'on appelle la fabrication, comment on fabrique ce produit numérique. Et là, je mets clairement en avant les produits premiers pour pouvoir fabriquer ces produits numériques. Quelques exemples. Il faut 16 kg de matière pour fabriquer une puce électronique d'un gramme. Donc 16 kg de matière première. Dans un cycle de vie, la deuxième étape, après avoir produit ou fabriqué ce produit, on va l'utiliser. Donc l'utilisation, c'est de la consommation énergétique, c'est de la consommation électrique. Donc aujourd'hui, le numérique pèse pour 2 à 4, on estime, c'est une estimation, 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est équivalent, en termes de chiffres, c'est à peu près les chiffres qu'on a au niveau du secteur de l'aéronautique. Donc le numérique pèse autant que le secteur aéronautique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, après avoir fabriqué ce produit, après avoir utilisé ce produit, au niveau du cycle de vie, on parle de la fin de vie. Et donc là, on parle de recyclage. Aujourd'hui, les produits numériques, c'est 50 millions de tonnes de déchets. Et on considère qu'il n'y a que 25% des produits qui sont réellement recyclés. Donc c'est pour vous donner un état des lieux aujourd'hui du numérique au niveau du cycle de vie. Maintenant, comment, après avoir défini, on va dire, le cycle de vie d'un produit numérique, comment on va évaluer son impact environnemental? Comment on va évaluer son impact sociétal? Pour pouvoir... Oui. Aussi, je poser des questions. Oui, allez-y. Juste pour la facture électrique française, donc 12% la consommation. Oui. En 2015, vous savez s'il y a un gros écart par rapport à 2022 ou pas de la consommation? Alors, on considère qu'il y a une progression moyenne qui est équivalente à entre 2 à 3% d'augmentation. Voilà. Donc là, c'est des chiffres, c'est des chiffres qui sont, on va dire, très proches de la réalité. Il y a des estimations aujourd'hui de progression moyenne de 2 à 3% de la consommation électrique. Je donnerai quelques chiffres après pour vous donner l'équivalence par rapport à d'autres types de consommation électrique. Donc on a présenté le cycle de vie d'un produit numérique. Maintenant, comment on évalue l'impact environnemental du numérique? On évalue l'impact environnemental grâce à ce qu'on appelle, c'est un calcul, grâce à ce qu'on appelle l'empreinte environnementale. Donc là, j'ai donné une définition formelle de ce qu'est l'empreinte environnementale. Donc l'empreinte avec un exemple très concret. L'empreinte environnementale, c'est un indicateur. Donc ça concerne le numérique, mais ça peut aussi considérer d'autres produits. Donc ça calcule quoi? Cet indicateur permet de calculer quoi? Permet de calculer la quantité en surface, c'est une surface, bioproductif, nécessaire pour pouvoir produire les biens et les services que nous consommons et absorbons à travers les déchets.
Je vous donne un exemple concret, là c'est la définition formelle. Imaginons une personne isolée sur une île déserte. Quelle devrait être la taille de cette île, c'est-à-dire toute la taille en termes de surface, pour permettre à cette personne de vivre en autarcie de façon durable. Donc plus il consomme, plus la surface sera plus importante. C'est ce qu'on appelle l'empreinte environnementale. Donc, si on prend un deuxième exemple, si chacun avait le même mode de vie qu'un Américain moyen, la population mondiale aurait besoin de 5 planètes bioproductives afin de nourrir, habiller et héberger chacun d'entre nous. Donc là, ça vous donne une idée claire de ce qu'est l'impact environnemental et comment on utilise cet indicateur pour pouvoir évaluer les impacts environnementaux de nos produits. Donc si je prends uniquement le numérique aujourd'hui, son empreinte environnementale en termes de surface et donc si je prends la surface d'un pays comme la France, l'impact du numérique est 2 à 3 fois supérieur à la surface d'un pays comme la France. Alors, quels sont les critères qui nous permettent de calculer cette empreinte environnementale? Donc, l'empreinte environnementale, donc on a donné une définition formelle de ce qu'est l'empreinte environnementale. Maintenant, il y a des critères factuels qui permettent de calculer l'empreinte environnementale d'un produit. Au niveau du numérique, quasiment toutes les études se sont basées sur 3 critères pour pouvoir calculer cette empreinte environnementale. Premier critère étant les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième critère, c'est la consommation d'eau. On verra après avec des exemples. Troisième critère, c'est la contribution à l'épuisement des ressources. Donc chaque critère, donc il y a un calcul qui est fait sur chaque critère pour pouvoir définir l'empreinte environnementale du numérique et qui a permis de définir ce chiffre en disant le numérique est aujourd'hui à une empreinte 2 fois à 3 fois supérieure de la surface d'un pays comme la France. Donc c'est à travers ces 3 critères que ce calcul a été fait. Donc si on rentre maintenant en détail au niveau de chaque critère. Les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre? Donc si on prend la définition du GES, c'est-à-dire d'un gaz à effet de serre, donc les émissions sont corrélées à la combustion d'énergie primaire fossile. On en utilise au niveau du numérique à chaque étape du cycle de vie, la fabrication, l'utilisation et la réutilisation du produit numérique. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le numérique par rapport au gaz à effet de serre, c'est 3 à 4% des émissions mondiales. Donc si on rentre dans le détail par rapport à ces gaz à effet de serre, donc on a tout à l'heure distingué l'utilisation de la fabrication et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'utilisation émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que la fabrication. Donc au niveau de l'utilisation, on est à peu près à 56% de ces gaz à effet de serre et au niveau de la fabrication, on est à 44% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si je prends l'utilisation, rien que sur l'énergie d'usage, c'est 5% de la consommation électrique. Tout à l'heure, je parlais d'un exemple. Ça, c'est un exemple parlant. Ce que ça représente, ces 5%, parce que quand on dit 5%, on se dit c'est pas, on va dire, important en termes de consommation. Ça représente 82 millions de radiateurs électriques, 1000 watts, allumés en permanence. Donc on voit clairement là, en termes d'usage, ce que représente le numérique en termes de gaz à effet de serre. Sur la fabrication, c'est essentiellement, les gaz à effet de serre sont essentiellement liés à la consommation d'énergie primaire. C'est-à-dire quand on fabrique les produits, on va utiliser des machines, on va utiliser des extracteurs, on va utiliser des produits pour pouvoir extraire ces produits, pour pouvoir les fabriquer. Et donc c'est là où on parle de gaz à effet de serre. Sur les usages, c'est essentiellement par rapport à la consommation électrique. Et donc si je prends uniquement sur la fabrication, c'est 4,2 de la consommation mondiale. Alors, toujours sur les
les gaz à effet de serre, un exemple aussi concret par rapport à la France. Donc là, c'est des sources toujours 2015 qui n'ont pas été malheureusement mises à jour. Donc les chiffres, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ADEME. Donc très souvent, quand on parle de consommation énergétique, de gaz à effet de serre, on pense directement à la consommation énergétique des data centers. On dit c'est les data centers qui consomment le plus. On pense au réseau, aux serveurs, et on dit c'est souvent ces serveurs qui vont consommer le plus. Et bien, figurez-vous que c'est les usages personnels et professionnels qui utilisent le plus. C'est-à-dire c'est notre consommation à travers nos tablettes, à travers nos téléphones portables, à travers nos PC perso. C'est nos usages au niveau professionnel, parce qu'on a tous un PC, on a tous un téléphone mobile, qui consomment le plus. Donc en France, l'usage consomme plus que, on va dire, l'usager à un instant T consomme plus que les data centers ou l'infrastructure réseau. Je vous ai donné aussi, parce que j'ai mis au niveau j'ai mis des chiffres, 1 térawattheure, c'est 1 milliard de kilowattheures. Hein. Donc vous avez les chiffres pour les data centers, les infrastructures réseau, les appareils et terminaux domestiques qui consomment le plus, hein. Et ensuite suivi des terminaux et appareils professionnels. Alors, tout à l'heure, donc si on reprend ma présentation, donc on a dit, pour pouvoir calculer l'empreinte environnementale du produit numérique, on calcule l'empreinte pour pouvoir calculer les impacts du numérique, on utilise ce qu'on appelle l'empreinte environnementale. L'empreinte environnementale est calculée en se basant sur 3 critères factuels. Les gaz à effet de serre, donc on en a parlé, c'est essentiellement la consommation énergétique lors des usages et lors de la fabrication. Deuxième critère, c'est la consommation d'eau. Et troisième critère, c'est la consommation des produits. Des produits, on verra après, notamment au niveau des terres rares. Quel est le lien entre le numérique et la consommation d'eau? Très souvent, on se pose la question. En 2021, il y a eu, on va dire, un gros souci au niveau des approvisionnements des puces électroniques. On a parlé de l'effet Covid. C'était essentiellement dû à la sécheresse pendant 3 ou 4 mois à Taïwan. Parce que Taïwan, c'est le premier pays fabricant de puces électroniques. Et c'est un gros consommateur. Quand on fabrique une puce électronique, on verra après les chiffres au niveau de la consommation d'eau. Donc le Taïwan a besoin d'eau pour pouvoir fabriquer ses puces électroniques. La sécheresse pendant entre 3 et 6 mois a généré une pénurie d'approvisionnement des puces électroniques au niveau mondial. Donc pourquoi sur la consommation de l'eau par rapport au numérique? Quand je dis numérique, c'est la fabrication, c'est l'extraction des minéraux, c'est une estimation aussi de l'ADEME. C'est 0,2% de la consommation mondiale, ce qui est énorme. Donc ces 0,2%, c'est essentiellement l'extraction des minerais. C'est le refroidissement des data centers, des fameux data centers tout à l'heure, pour pouvoir refroidir les machines, on utilise de l'eau. Mais c'est surtout la production de semi-conducteurs. Et donc sur les semi-conducteurs, j'ai donné un premier exemple, c'est Taïwan. Hein. Donc Taïwan produit 90% des puces de moins de 10 nanomètres. Et donc il y a eu la rupture d'approvisionnement des semi-conducteurs en 2021 en raison de la sécheresse à Taïwan. Donc pourquoi? Parce que quand on fabrique une puce, il y a la nécessité de nettoyer cette puce durant la production. Et donc il y a une consommation importante d'eau pour le nettoyage des puces. J'avais un deuxième exemple, mais je ne sais pas si je peux lancer la vidéo YouTube parce qu'elle est très parlante sur la fabrication de lithium pour les batteries en Bolivie. Et là, on a un exemple sur les batteries.
ça va générer de l'emploi et ça nous aidera dans les domaines de l'éducation, de la santé, un peu partout. Et comme les investissements viennent de l'État, c'est l'État qui en profitera. Ça, c'est notre hors-plan. Sí, o sea, la ayuda técnica, científica, el valor agregado de eso aceptamos, pero después que nosotros, o sea, hemos pagado esos servicios, pues nosotros nos hacemos cargo. Entonces, el hecho de pensar que vengan como antes a hacerse cargo de las riquezas, pues esa época se ha acabado. Deuxième exemple, après l'exemple de Taïwan, un deuxième exemple par rapport à la Bolivie en termes de consommation de lithium qui est nécessaire aujourd'hui à la fabrication de batteries, notamment les batteries de nos téléphones. Donc, troisième critère, la contribution à l'épuisement des ressources, et notamment les terres rares. Donc c'est quoi les terres rares? Souvent on utilise ce terme, c'est des terres qui contiennent en moyenne 17 métaux, qui sont référencés dans le tableau périodique. Donc pour pouvoir, un exemple, pour pouvoir fabriquer un smartphone, il faut 200 kg de matière, dans 70 matières premières différentes du tableau périodique. Donc les composants microélectroniques des téléphones portables sont fabriqués à partir de ces terres rares. Dans les gisements sont essentiellement concentrés en Chine et au Congo. Alors, la contribution donc, à l'épuisement des ressources. Donc il y a une véritable menace d'épuisement des terres rares dans les 100 prochaines années, selon la Société européenne de chimie. Et donc l'extraction des terres rares, ça a aussi des conséquences directes sur l'environnement. L'environnement indirect sur les milieux naturels, par rapport à l'impact sur les masses d'eau, sur le décapage, mais aussi par rapport à l'extraction. Donc pour pouvoir extraire les éléments, donc il faut aussi des éléments chimiques, souvent rejetés directement dans les milieux. Et donc ce qui génère de la pollution au niveau de l'eau et des sols. Donc en conclusion, je vous ai présenté l'empreinte environnementale du numérique avec les 3 critères actuels que sont les gaz à effet de serre, la consommation d'eau avec les 2 exemples, l'exemple de Taïwan et l'exemple de la Bolivie, et la contribution à l'épuisement des ressources. Donc c'est à travers ces 2 critères qu'on calcule cette empreinte environnementale et qu'on a estimé que le numérique aujourd'hui a cette empreinte environnementale supérieure ou égale à 2 à 3 fois un pays de la taille de la France. Donc au niveau de la présentation tout à l'heure, donc sur mon sommaire, donc j'ai présenté un panorama du numérique, j'ai présenté les impacts environnementaux. Je voulais quand même ouvrir, même si ce n'est pas le sujet principal, ouvrir une parenthèse sur les impacts sociaux, avant de passer
à la partie suivante sur le numérique responsable. Donc je voulais quand même présenter quelques impacts sociaux du numérique qui sont tout aussi importants que les impacts environnementaux. Donc souvent quand on parle de numérique responsable, on parle de numérique par rapport à l'impact environnemental, mais aussi par rapport à l'impact sociétal. Donc c'est quoi l'impact sociétal lié au numérique? Tout à l'heure j'ai parlé d'extraction de matières premières. Donc qui dit extraction de terres rares dit impact social par rapport aux populations, notamment au niveau de la santé de ces populations. Je donne un troisième exemple qui est très marquant. C'est en Mongolie où on fait une extraction massive des terres rares. Donc le taux de radioactivité au niveau a été évalué dans une mine en Mongolie, la mine de Baotou. Ce taux de radioactivité a été estimé à 32 fois supérieur à la normale. Donc pour vous donner un ordre d'idée, Tchernobyl, c'est 14 fois supérieur au seuil normal. Donc vous voyez l'impact direct en termes de santé sur les populations. Qui dit aussi extraction des terres rares, dit impact sociétal par rapport aux populations, notamment au niveau du travail forcé, des droits bafoués. Donc le deuxième exemple parlant, c'est la République démocratique du Congo, où on parle de minerais de sang au niveau des terres rares, notamment par rapport aux conflits que ça génère. L'impact sociétal par rapport à la phase de fabrication, mais aussi l'impact sociétal par rapport aux usages. Donc on a parlé tout à l'heure du cycle numérique, c'est la fabrication, les usages et ensuite le recyclage. Par rapport aux usages, on parle très souvent du risque additif et d'isolement quand on a une utilisation intensive du numérique. Mais on parle aussi de fracture numérique, notamment par rapport à l'utilisation du numérique et tout l'accompagnement qui peut être proposé pour permettre à ces personnes d'avoir accès à ce numérique. Un chiffre aussi très parlant qui date de 2019, on considère que 20% aujourd'hui de la population n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir avoir une utilisation de base des principaux, usages du numérique. Et ensuite, un point qui est aussi important, c'est l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, notamment par rapport aux personnes en situation de handicap, aujourd'hui, 95% des sites web et des applications logicielles qu'on développe ne sont pas accessibles à des personnes en situation de handicap. Quand on parle de situation de handicap, ça peut être de la déficience visuelle, ça peut être aussi d'autres handicaps, mais aujourd'hui, quand on développe une application, on ne prend pas en compte cette accessibilité numérique par rapport à cette population. Donc au niveau sociétal, donc, les impacts par rapport à la phase de fabrication, mais aussi un impact important par rapport aux usages. On a présenté le numérique, on a présenté les impacts environnementaux, sociétaux. Qu'est-ce qu'on fait si on n'agit pas? Quelles sont les perspectives? Et si on agit, comment on va agir? Quelles actions on met en place? Donc si on n'agit pas, quelques chiffres aussi. Donc on a fait des estimations en disant si aujourd'hui on laisse le développement du numérique sans mettre en place des actions de terrain pour pouvoir limiter les impacts, quelles sont les perspectives? Les perspectives sont les suivantes aujourd'hui en termes de consommation électrique des data centers. Si on fait, c'est-à-dire si on laisse le même processus d'utilisation, le même processus de fabrication, la consommation électrique des data centers en France va progresser de 28% d'ici 2030. Je reviens tout à l'heure par rapport à votre question en termes de perspective. Donc les chiffres, d'ici 2030, si on n'agit pas, les data centers vont consommer 28% plus. Les déchets, j'en ai pas parlé. Tout à l'heure, j'ai évoqué le sujet du recyclage, mais j'ai pas présenté, on va dire, cette phase de recyclage aujourd'hui. En 2019, on avait 53 millions de tonnes de déchets électroniques. Donc c'est à peu près 17% du taux de recyclage. Si on n'agit pas aujourd'hui,
on aura une augmentation de 21% de plus de déchets électroniques d'ici les 5 prochaines années. Les objets connectés, tout à l'heure aussi, on a présenté les différents usages, hein, les PC portables, les PC, les tablettes, les téléphones, et on a vu que les objets connectés, c'était en termes de quantité, l'objet qu'on utilise le plus aujourd'hui. En termes de perspective, c'est aussi, on a la perspective, on va dire, d'évolution la plus importante. Aujourd'hui, on a 30 milliards d'objets connectés. Si on continue donc avec cette progression, on sera à 75 milliards d'objets connectés. J'ai présenté l'impact tout à l'heure des objets connectés. Et enfin, par rapport aux impacts sociétaux, tout à l'heure, on a évoqué le sujet de l'accessibilité numérique, notamment par rapport aux personnes en situation de handicap. Il faut savoir aujourd'hui, quand on développe une page web, on ne prend pas en compte l'impact sociétal, mais aussi il y a plein de fonctionnalités qu'on n'utilise pas. 75% des fonctionnalités aujourd'hui, c'est une estimation, 45% des fonctionnalités ne sont pas utilisées. Et si on n'agit pas, ces pages web seront de plus en plus consommatrices et on considère qu'une page web va avoir un poids supérieur à 10 d'ici 20 ans. Et donc, tous ces chiffres nous mènent vers un impact environnemental beaucoup plus important. Donc, toujours, on est sur des estimations. C'est une estimation de l'ARCEP sur son étude 2020. Donc, l'impact environnemental, d'ici 2040 du numérique, sera de 60% supérieur. Sur l'épuisement des ressources, tout à l'heure, on estime que dans 100 ans, on aura un épuisement important des ressources. Et donc, l'impact environnemental et humain sera de plus en plus important. J'ai aussi rajouté l'impact géopolitique. J'ai parlé tout à l'heure des terres rares, et notamment de 2 pays, la Chine et le Congo. Si on ne change pas nos modes d'utilisation, si on n'optimise pas, il y aura aussi en termes géopolitiques une dépendance de plus en plus importante vis-à-vis de la Chine, qui aujourd'hui produit 80% des métaux rares. Les métaux rares existent partout. En Europe, on en trouve. Mais par contre, pour pouvoir utiliser ces métaux rares, l'impact environnemental est hyper important sur les populations. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine est le premier producteur et 80% de ces métaux rares viennent de la Chine. Donc, demain, l'impact sera environnemental, sociétal, mais aussi géopolitique. Alors, on a présenté le numérique, on a présenté les impacts environnementaux, sociétaux du numérique, on a présenté aussi quelques chiffres si on n'agit pas. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience importante. Depuis une dizaine d'années, il y a une prise de conscience importante, notamment en France, par rapport à cette démarche du numérique responsable. Donc je vais maintenant présenter ce qu'est une démarche numérique responsable et quelles sont les actions qui ont été mises en place pour pouvoir donc réduire l'impact environnemental et sociétal du numérique. Alors, une définition du numérique responsable. C'est quoi le numérique responsable? C'est un concept. C'est un concept qui implique l'utilisation éthique et responsable des technologies du numérique. C'est-à-dire, quand on va utiliser une technologie numérique, on va prendre en compte l'impact environnemental, on va prendre en compte l'impact sociétal, on va prendre en compte la diversité, on va prendre en compte le respect de la vie privée. Donc, il y a plein de critères qu'on prend en compte dans l'utilisation du numérique au quotidien. Donc le numérique responsable aujourd'hui en termes de définition recouvre deux notions. Vous avez sûrement entendu parler du Green IT et de l'IT for Green. C'est quoi la différence? Le Green IT, c'est on essaie de réduire l'empreinte environnementale du numérique. C'est-à-dire sur la consommation par exemple, sur notre utilisation du quotidien au niveau du numérique, on essaie de mettre en place des actions pour pouvoir réduire l'impact environnemental du numérique. L'IT for Green, c'est l'utilisation du numérique pour le développement durable. Parce qu'il n'y a pas que, j'ai présenté que, on va dire, l'aspect négatif du numérique, mais le numérique nous apporte plein de choses. Et le numérique peut être aussi un facteur
pour le développement durable. Donc l'IT for Green, c'est cette notion d'utiliser le numérique pour pouvoir, pour le développement durable. Donc le numérique responsable, c'est une notion, mais aujourd'hui, c'est pas qu'une notion, c'est aussi un domaine, tout un domaine où on met en place des actions, on met en place des normes, on met en place des labels. Donc il y a plusieurs labels qui existent aujourd'hui et qui préconisent des pratiques à mettre en place afin de provoquer un changement durable au niveau de l'utilisation du numérique. Alors, quelles sont les pratiques ou les préconisations du numérique responsable? Je vais différencier deux aspects. L'aspect usager, c'est-à-dire vous, moi, au quotidien, et ensuite l'aspect plutôt organisationnel dans une entreprise ou une organisation. On peut mettre en place une démarche numérique responsable dans une organisation, mais on peut, à travers nos gestes au quotidien, avoir cette démarche numérique responsable. Donc je vais présenter d'abord l'aspect usager, quelles sont les recommandations, quelles sont les préconisations, et ensuite je présenterai une démarche numérique responsable plutôt organisationnelle et plutôt orientée entreprise. Alors, par rapport à l'aspect usager, j'ai voulu être dans du pratico-pratique et donc je vais vous présenter certaines pratiques qui ont été travaillées au sein de France Nature Environnement. Donc il y a une équipe projet qui a développé un guide que je vous conseille. Donc le guide peut être téléchargé directement sur le site de France Nature Environnement. Et donc au niveau de ce guide, il y a plusieurs thématiques. Et donc au niveau de chaque thématique, il y a une préconisation d'action à mettre en place. Alors première thématique, réduire l'empreinte environnementale de son matériel. Comment moi au quotidien je peux réduire l'empreinte environnementale de mon matériel? Donc quelques actions de bon sens. Acheter du matériel reconditionné, allonger la durée de vie du matériel. Exemple, la batterie de son PC, entretenir ses appareils, les réparer son matériel, recycler son matériel. Donc vous avez plein d'actions à mettre en place au quotidien. On considère que c'est des actions de bon sens, mais France Nature Environnement a aussi évalué l'impact au quotidien de ces actions qu'on peut tous déployer chez nous. Ensuite, deuxième thématique, donc première thématique, réduire l'impact environnemental. Deuxième thématique, réduire la consommation énergétique de son matériel. Comment je peux, moi, au quotidien, réduire la consommation énergétique? Je peux choisir un système d'exploitation moins énergivore. Après, il y a aussi, il faut savoir aussi utiliser des systèmes d'exploitation qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie. L'environnement Linux, par rapport à l'environnement Microsoft, est beaucoup moins consommateur d'énergie. Après, il y a aussi la fracture numérique. Il faut avoir les compétences aussi pour pouvoir utiliser ces environnements. Mais il faut le savoir. Donc, il y a des environnements qui sont moins consommateurs d'énergie. Il y a des actions de bon sens, installer des multiprises à interrupteurs pour éteindre tous ces appareils informatiques, utiliser fréquemment le mode économie d'énergie sur son smartphone, désactiver les fonctionnalités non utilisées du smartphone, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, etc. Donc, sur les thématiques, toujours sur le France Nature et Environnement, donc l'empreinte environnementale du matériel, la consommation énergétique. Toujours sur la consommation énergétique, quelques actions à mettre en place, fermer et supprimer les applications non utilisées au quotidien, préférer une connexion Internet filaire. Ça, on ne le sait pas au quotidien, mais quand on passe par du filaire par rapport à du Wi-Fi ou à une connexion Wi-Fi à une connexion 4G, c'est-à-dire par ordre de préférence, la connexion filaire, ensuite le Wi-Fi, ensuite la 4G. Vider le cache des navigateurs, parce que le navigateur, systématiquement, quand vous allez consulter un site internet, il y a des données qui sont sauvegardées dans le cache, et qui permettent souvent aussi de vous envoyer de la pub. Si vous videz ce cache au quotidien, ça permet de réduire la consommation énergétique et de réduire la consommation de vos données. Diminuer la luminosité de vos écrans, limiter le nombre de fenêtres et d'onglets ouverts en même temps, et limiter le temps d'écran, bien sûr.
On a parlé du matériel, on a parlé de la connexion au quotidien, mais l'utilisation au quotidien, notre utilisation au quotidien a un impact aussi important au niveau environnemental. Quand on voit la taille, vous avez des études intéressantes sur le nombre de données qu'on utilise au quotidien à travers nos boîtes mail. Vous verrez, pour une entité ou une organisation, ça peut monter très vite. Et donc en termes de préconisation sur l'envoi des mails, souvent on met tout le monde en copie d'un mail et c'est consommateur en termes de données. Donc les préconisations, c'est d'envoyer vos mails aux personnes réellement concernées, c'est de réduire la taille des pièces jointes. On préconise d'utiliser ce qu'on appelle des sites de dépôt. Donc vous avez des sites de dépôt où vous mettez des fichiers, vous donnez les droits à l'utilisateur. Utiliser un moteur de recherche éco-responsable. Ça, ils font pas énormément de pub, mais il y a des moteurs qui fonctionnent très bien et qui consomment beaucoup moins que les moteurs habituels. Et donc France Nature Environnement a présenté toute une série de moteurs de recherche éco-responsables. Ensuite, choisir une application de visio faiblement consommatrice d'énergie. Pas dans le détail, mais je vous oriente plutôt vers le site de France Nature Environnement. Désactiver au maximum les webcams pendant les visios, préférer le téléchargement en streaming et préférer les sauvegardes locales, c'est-à-dire sur ordinateur plutôt que sur le cloud. Quand je parle du streaming, il faut savoir que le streaming vidéo aujourd'hui représente 80% du trafic mondial au niveau Internet. Sur les impressions, utiliser du papier recyclé, imprimé en recto verso, imprimé en noir et blanc, utiliser des polices écologiques. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des polices qui sont beaucoup moins consommatrices que d'autres. Donc, j'ai donné quelques chiffres ici. Et recycler ces cartouches d'encre. Un deuxième aussi exemple parlant, un salarié imprime par an 51 kg de papier et 16% ne sont jamais lus ou utilisés. C'est des estimations mais qui sont très parlantes. Alors là j'ai parlé du numérique responsable côté utilisateur. Mais l'objectif aujourd'hui c'est d'avoir une démarche beaucoup plus globale, une démarche organisationnelle, une démarche au niveau des entreprises. Et donc il y a notamment des centres de recherche, il y a des écoles, il y a des entreprises qui se sont emparées du sujet. Aujourd'hui, il y a des entités comme l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui a mis en place un label numérique responsable. Ce n'est pas une norme, mais c'est un label avec des actions à mettre en place pour pouvoir déployer une démarche numérique responsable. Il y a l'université aussi de La Rochelle qui travaille sur le sujet. Il y a les ZEP aussi qui travaillent sur le sujet. J'ai voulu me focaliser parce qu'il y a plusieurs actions qui ont été mises en place au niveau organisationnel et au niveau entreprise. J'ai voulu me focaliser sur le label. C'est un label numérique responsable qui a été développé par l'Institut du numérique responsable. Donc c'est un label qui permet de décrire en détail des actions à mettre en place au niveau de l'entreprise pour pouvoir aller décrocher des niveaux de certification au niveau de ce label. C'est-à-dire pour pouvoir aller décrocher le niveau 1 de la certification, il faudrait mettre en place au niveau de son organisation ou au niveau de son entreprise telle ou telle action. Pour aller plus loin, il faudrait aller chercher telle ou telle action sur la partie numérique responsable. Donc au niveau de ce label numérique responsable, il y a eu 14 principes d'action qui ont été développés. Et ces 14 principes d'action sont en lien avec 3 orientations au niveau de l'organisation. La stratégie, la gouvernance. Dans sa stratégie, il faut inclure cette notion de démarche numérique responsable. Ensuite, le soutien à la stratégie, le cycle de service des services numériques et étendre sa démarche numérique responsable. Ça paraît quand même très flou. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter ce qui a été mis en place en termes d'actions concrètes par rapport à ces 14 principes d'action au niveau de l'ESEP. Ça va être beaucoup plus parlant pour vous montrer les actions qui ont été mises en place dans le cadre de cette labellisation de l'INR. Alors, avant de présenter l'exemple ESEP, sur les 4 axes du label numérique responsable, donc la stratégie,
le soutien à la stratégie, cycle de vie, étendre sa démarche numérique responsable. Quelles sont les actions qui sont proposées au niveau des organisations et des entreprises? Dans la stratégie, on préconise de définir sa stratégie numérique responsable et de communiquer auprès des collaborateurs sur sa stratégie. Ensuite, de désigner des équipes projets qui vont porter cette stratégie numérique responsable. Il y a bien sûr d'autres actions au niveau de la stratégie. Ensuite, cette stratégie, on l'annonce, on la déclare, mais il faut la déployer sur le terrain. Et surtout, il faut accompagner cette stratégie. Donc, pour pouvoir accompagner cette stratégie, il y a aussi toute une série d'actions à mettre en place. Partager les informations et les bonnes pratiques, mettre en place des événements et sensibiliser les collaborateurs et les parties prenantes, intégrer le numérique responsable dans son plan de formation, intégrer le numérique responsable dans sa communication. Donc, il faut accompagner toute cette stratégie. Ensuite, le cycle de vie des services numériques, c'est aussi responsabiliser les utilisateurs au quotidien, impliquer les utilisateurs et les collaborateurs, informer les utilisateurs de l'usage qui sera fait. Étendre sa démarche numérique responsable, c'est encourager les collaborateurs à contribuer à un projet d'intérêt général. Bien sûr, en face de chaque action, on met en place des indicateurs pour pouvoir suivre ces indicateurs au niveau de l'organisation et de l'entreprise. Donc c'est une première démarche qui a été mise en place et qui est aujourd'hui proposée aux organisations et aux entreprises. Donc je voulais quand même, pour que ça soit un peu plus parlant, présenter l'exemple ESEP. Indépendamment de la stratégie, bien sûr, il y a une stratégie numérique responsable qui a été mise en place au niveau du comité de direction et qui a été communiquée auprès des collaborateurs. Quels sont les éléments factuels qui nous permettent, parce que dans une démarche numérique responsable, le plus compliqué, c'est de quantifier. C'est-à-dire comment on quantifie à travers des éléments factuels. Et donc, il faut mettre en place des actions qui sont factuelles et qui sont quantifiables. Dans une démarche d'amélioration continue, il faut des indicateurs. Il faut pouvoir quantifier l'action. Donc, quelques exemples d'indicateurs qui ont été mis en place pour pouvoir déployer cette stratégie, c'est au niveau de l'école. Aujourd'hui, on est une structure un peu particulière. On est une école d'ingénieurs, mais on a aussi des prestations pour des entreprises. On fonctionne comme une entreprise, mais avec des étudiants, une population d'étudiants. Donc, on a mis en place des indicateurs, et ces indicateurs sont, chaque semestre ou chaque année, on vérifie si on progresse ou si on ne progresse pas sur ces indicateurs. Un des indicateurs, c'est la moyenne de durée de vie des équipements numériques. Donc, on a des PC qu'on met en place pour chaque étudiant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir progresser sur la moyenne de durée de vie de ces équipements. On a un deuxième indicateur, combien on met en place d'actions pour réduire la consommation énergétique des outils numériques. Combien de fournisseurs responsables, l'école dispose de combien de fournisseurs responsables? Un fournisseur responsable, c'est avant tout un fournisseur local, c'est-à-dire on travaille essentiellement avec des fournisseurs locaux. C'est un fournisseur qui allonge la durée de vie du matériel, c'est un fournisseur qui améliore sa performance énergétique. Donc on a cet élément factuel qui permet de mesurer cette action. Le nombre d'actions de sensibilisation qu'on met en place, on organise une journée sur le numérique responsable le 16 février, et donc cette journée est ouverte aux entreprises et aux différents collaborateurs. Nombre de formations en lien avec le numérique responsable, nos collaborateurs, nombre d'actions d'optimisation du tri sélectif, etc. C'est simplement pour vous montrer qu'une démarche numérique responsable, ce n'est pas uniquement de l'affichage, ce n'est pas uniquement de la formation, c'est aussi une démarche avec des éléments factuels qui sont quantifiables. Quelques exemples qui ont été mis en place, parce que tout à l'heure on a dit, on a pris la décision de travailler sur la réduction de la consommation, le deuxième indicateur, la réduction énergétique des outils numériques. Et donc c'est l'équipe informatique qui a pris en charge ce projet, et donc ils ont mis en place quelques actions. Donc une première action, c'est la mise à jour des PC à partir du serveur. Donc pour éviter que chaque PC fasse des requêtes vers le serveur, donc il y a à 22h systématiquement une mise à jour. À 23h, il y a une extraction automatique des PC.
Donc il n'y a pas de démarrage automatique le matin, c'est l'utilisateur qui vient démarrer son PC. S'il y a cours à 10h, on n'a pas à démarrer le PC à 8h, donc ce qui permet de réduire la consommation. Le réglage de la mise en veille, la mise en place d'un fond d'écran sombre avec le logo ESEF qui est sombre aussi pour pouvoir réduire la consommation énergétique. Et donc au niveau, c'est très technique, ce passage de l'infrastructure sur serveur, l'infrastructure hyper convergée, etc. Donc il y a des actions réelles qui ont été mises en place sur la partie informatique. Et sur la partie formation, on propose 3 blocs ou 3 parcours de formation. Un parcours de formation très générique sur ce qui est numérique responsable, sur, on va dire, tous les élèves qui passent par cette formation, pareil pour les collaborateurs. Et ensuite, les formations des événements, type le Design for Green, la journée du numérique responsable et la participation à des colloques et des conférences. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, je rappelle le niveau de l'exposé. J'ai présenté un panorama du numérique aujourd'hui à travers des chiffres. Ensuite, j'ai présenté l'impact environnemental. L'impact environnemental, 3 critères pour calculer l'empreinte environnementale du numérique. C'est les gaz à effet de serre, c'est la consommation d'eau, c'est les terres rares et aussi les ressources. J'ai présenté les impacts sociétaux, quelques chiffres si on n'agit pas, et ensuite ce qu'est une démarche numérique responsable pour les usagers et pour les entreprises et les organisations. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions par rapport à ces 3 thématiques. Messieurs, dames, des questions peut-être? Je crois qu'il y en avait tout à l'heure aussi. Oui. À propos du lithium, Oui. Je crois qu'en France, il y en a pas mal. Oui. On a de grosses ressources. Oui, sur la... oui, Je suis allé à Plogoff et je crois que là, il y a un bassin que vous pourrez exploiter. Et puis également dans l'Allier, je crois, du côté de Beauval. Oui. Bon, maintenant, la demande sociétale, c'est pas ça. Alors comment ça va? Il faut donc continuer à exploiter dans les pays en voie de développement, pour peu qu'un jour ils se développent. Et voilà, on a un problème quasi insoluble. Alors, c'est pas les terres rares. Les terres rares, donc le terme terre rare est, on va dire, souvent quand on parle de terre rare, on se dit c'est souvent la Chine, c'est souvent le Congo, ça n'existe pas partout. En Europe, il y a autant de terres rares que en Chine. Et par contre, c'est l'exploitation de ces terres rares, l'impact au niveau de la santé, l'impact environnemental, l'impact en termes de pollution est énorme. Donc on a laissé faire. Les Chinois, on a laissé faire l'exploitation des terres rares au Congo en se disant les impacts, on ne veut pas de ces impacts pour notre population, on ne veut pas de ces impacts au niveau de l'environnement. Et aujourd'hui, on dépend de ces pays. Donc c'est pas le terme rare, et souvent quand on parle de terres rares, on se dit non, mais en Europe il y a autant de terres rares qu'en Chine. Mais par contre, la Chine, ça fait 50 ans qu'ils investissent pour pouvoir exploiter ces terres rares. Et donc en termes de consommation énergétique, en termes d'impact environnemental, en termes d'impact au niveau de la santé, c'est là où on ne souhaite pas aujourd'hui. Les politiques ne souhaitent pas aujourd'hui aller exploiter ces terres rares en Europe. Mais par contre, il y a une dépendance très forte au niveau géopolitique par rapport à ces pays. Dans une présentation, on a un peu de doute sur les terres rares, qui sont rares comme vous dites. Parce qu'on a l'impression dans les batteries, il n'y a pas de terres rares. Les batteries, le lithium, le manganèse, le nickel, c'est pas des terres rares. Et souvent, il y a cette confusion qui est faite. Les terres rares, on les trouve dans les moteurs électriques, à éléments permanents, dans des choses qu'on a depuis des dizaines et des dizaines d'années dans tout notre électroménager. C'est la consommation qui a fait par contre, voilà, c'est ça. Et donc le problème, comme vous dites, c'est plutôt la difficulté d'extraire ces terres qui ne sont pas du tout rares, c'est des métaux rares. Donc c'est plutôt ça, je trouve, dans votre présentation au début, il y a cette confusion entre la fabrication des composants électroniques avec cette association des terres rares qui, je trouve, porte à confusion. Mais justement par rapport à ma réponse à la question, le terme rare, c'est souvent, on utilise ce terme,
Mais c'est nos usages qui font aujourd'hui qu'on va aller chercher plus. On va toujours aller chercher plus. Et c'est aussi nos politiques qui ont fait qu'à un instant T, on préfère aller chercher ailleurs que aller chercher la ressource chez nous. Bon, il y a des impacts. Je vous ai présenté tout à l'heure en termes de radioactivité un chiffre au niveau de la Mongolie qui fait que les impacts au niveau de la santé peuvent être aussi importants. Je suis ni chimiste ni physicien, donc je vais poser la question stupide. C'était rare qu'ils sont dans nos matériels, le téléphone, les ordinateurs et d'autres matériels. Ils s'usent, on peut les réutiliser ou pas, le plastique, tout ça, ça se casse, on le récupère dans nos téléphones, mais c'était rare qu'ils sont dedans. Est-ce qu'on peut les réutiliser ou est-ce qu'elles s'épuisent? Alors, le recyclage de ces composants est très compliqué. Aujourd'hui, on n'a que... C'est plus compliqué que d'aller en chercher d'autres? Exactement. On considère qu'on a 20% de recyclage sur ces produits. Après, ça peut évoluer, mais aujourd'hui, c'est plus simple d'aller chercher que de recycler. Et sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'impact sur les populations, enfin sur ceux qui sont soumis à ces radiations, oui. La récupération, c'est pas moins nocif? La récupération peut être aussi nocif, mais c'est pas cher. Quand j'ai donné l'exemple de la Bolivie tout à l'heure, on pourrait avoir ce type d'exploitation chez nous, mais vous avez vu l'exemple en termes de consommation d'eau, ce que ça peut générer en termes de consommation et d'impact. Vous avez indiqué que les systèmes d'exploitation pouvaient être plus ou moins gourmands en énergie. Quelle est la responsabilité dans tout ça? Alors, un des producteurs de systèmes d'exploitation, Windows, macOS, Apple, Linux, etc. Et également les producteurs de software, parce que il y a aussi, on a une même course à l'usage, on sort de nouvelles puces, on sort de nouveaux usages, on est plus loin, et c'est aussi l'obsolescence de nos matériels qui est liée à tout ça. Donc, est-ce qu'ils travaillent à ça? C'est-à-dire que essayer de faire en sorte que l'ordinateur que j'ai aujourd'hui, il puisse fonctionner le plus longtemps possible, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, sur un usage de base. On parle souvent d'obsolescence du matériel, mais l'impact premier de l'obsolescence du matériel, c'est l'obsolescence du logiciel. C'est-à-dire on est toujours à la course de la nouvelle version, et voilà. Et sur la nouvelle version, il faut un matériel plus puissant. Donc voilà, on a un environnement plus important ou avec des fonctionnalités plus importantes, donc on va aller chercher un matériel plus important. Donc justement, aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites sur ce qu'on appelle l'éco-conception logicielle, c'est-à-dire comment je conçois un produit qui développe. Aujourd'hui, c'est essentiellement la consommation énergétique. Le travail qui est fait, c'est comment je développe un logiciel qui consomme moins. Mais on est amené à avoir une ouverture un peu plus large, c'est-à-dire dire le logiciel, c'est pas uniquement la consommation énergétique, c'est aussi l'accessibilité, c'est-à-dire comment je développe un produit qui est accessible. Il y a une belle entreprise angevine en empreinte digitale qui, tous ces produits sont aujourd'hui accessibles. C'est-à-dire qu'ils font de l'accessibilité numérique, ils font de la formation sur l'accessibilité numérique et on travaille à l'ESEP avec lui sur l'accessibilité numérique. Donc c'est la consommation énergétique, c'est la non-obsolescence, c'est-à-dire quand on développe un produit logiciel, on ne va pas aller chercher des fonctionnalités ou des attentes plus fortes au niveau du matériel, parce que c'est ce qui pousse à l'obsolescence. Donc il y a de la recherche qui est faite dans ce sens, mais par contre, il faut que les entreprises en soient aussi conscientes, pour ne pas aussi pousser à la consommation. Alors tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait 200 kilos pour faire un smartphone. En fait, quelles sont les matières pour faire un smartphone? Alors je ne suis pas chimiste, je suis pas chimiste, je suis informaticien. Normalement, là ce que je vous ai proposé, souvent je pousse mes étudiants à mieux développer, à utiliser l'outil numérique. Et il y a le revers de la médaille, c'est pour ça que j'ai présenté, je me suis mis sur cette démarche numérique responsable et je pourrais vous envoyer les sources que j'ai utilisées. Je ne voudrais pas dire de bêtises sur les produits exacts. Monsieur Dame, une question. Bonsoir, vous n'avez pas parlé du modèle de la Smart City qui émerge dans différentes villes, comme par exemple celle d'Angers. Est-ce que vous pensez que ce modèle il est compatible avec les notions d'écologie, d'environnement, ou ça a des impacts lourds Le premier objectif, qu'on met en avant sur la Smart City, c'est aussi l'optimisation énergétique des ressources. Quand on met des capteurs, c'est vrai que les capteurs sont aujourd'hui consommateurs, mais l'objectif derrière, c'est de mieux consommer.
Donc le premier objectif de la Smart City, on parle de territoire intelligent, c'est les usages, mais aussi c'est la consommation énergétique. Donc ça a un lien, c'est en phase avec la démarche numérique responsable. Souvent on met en lien direct la démarche territoire intelligent avec le numérique responsable. Justement, je voulais savoir ce qui se faisait sur Langemoux, à Angers. Sur le numérique responsable ou le territoire intelligent? Alors, sur le numérique responsable, il y a des entreprises qui travaillent sur l'éco-conception logicielle. Donc il y a Spacinov qui développe des produits éco-conçus. Il y a Empreinte Digitale, de belles entreprises angevines qui n'existent pas dans d'autres territoires. Il y a aussi une démarche au niveau de la mairie d'Angers qui a été entreprise sur, tout à l'heure j'ai parlé de la démarche numérique responsable dans les organisations et les administrations. La mairie d'Angers est plutôt novatrice dans la mise en place et le déploiement d'une démarche numérique responsable. Donc il y a eu cette démarche qui a été mise en place. Au niveau de la formation donc, et de la recherche, l'ESEP est plutôt en première ligne sur la thématique du numérique responsable. On organise chaque année un événement qui s'appelle le Design for Dreams. C'est un événement international et pendant 48 heures, les étudiants, les entreprises travaillent sur un exercice d'éco-conception logicielle, c'est-à-dire comment on peut développer des fonctionnalités pour que le logiciel consomme moins. Après, au niveau du national, il y a l'Institut du numérique responsable. Il y a aussi des centres de recherche, des écoles. Mais la thématique aujourd'hui n'est pas aussi, on va dire, avancée que d'autres thématiques de recherche. Ça reste quand même très novateur. Je ne voudrais pas monopoliser les questions, mais est-ce qu'il y a justement un label qui est créé sur, parce que vous parlez plusieurs reprises là, de software, de logiciel, il y a un label qui existe qui peut permettre, moi je vais sur internet, je choisis un logiciel entre deux, je pourrais peut-être me dire, je préférais choisir celui qui est éco-responsable, mais comment je le sais ça? Est-ce que c'est affiché? Il y a un travail là-dessus? Alors, il n'y a pas de label, il y a des outils qui existent aujourd'hui. Des outils qui ont été développés par le greenIT.fr, etc., mais qui se focalisent uniquement sur des applications web, sur la consommation énergétique de l'outil. C'est-à-dire que vous pouvez faire un test par rapport à tel ou tel outil en disant et faire la comparaison. Aujourd'hui, le label par rapport au logiciel n'existe pas en France, il existe en Allemagne. C'est-à-dire je vais acheter, mais le label a été déposé en 2021, je crois en 2020, donc sur des produits logiciels, avec une ouverture très large, multicritères, sociétale, environnementale, et ça permet aux consommateurs d'aller chercher le produit logiciel. Donc intrinsèquement, ça impose aux entreprises qui développent ces outils à aller chercher de la performance sur le numérique responsable. On travaille actuellement sur une chaire numérique responsable à l'ESEP et c'est un des sujets de la chaire. C'est-à-dire d'aller chercher un label beaucoup plus, on va dire, générique pour inciter les fabricants à aller développer, parce que c'est le consommateur qui va changer les choses. Ouais. Oui. Il y a des gens comme vous qui pratiquent la sobriété, enfin, qui l'enseignent, et qui en même temps essaient d'avoir des systèmes plus performants. Mais je regarde ce qui se passe, comme cette semaine dernière au CIVAL, aussi au Salon international du machinisme agricole au mois de novembre dernier. Eh bien, on a une explosion, on a un développement exponentiel de la robotique en agriculture et la connectivité des objets. Et je ne vois pas qui peut réduire, ralentir cette expansion. Donc d'un côté, il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour limiter les dégâts, mais de l'autre côté, notre économie, elle pousse à fond pour faire de l'innovation, pour être plus performant, plus exportateur, etc. L'objectif, c'est pas de réduire. Je suis enseignant-chercheur en informatique, donc j'accompagne les jeunes pour développer des objets connectés, pour développer. Mais l'objectif, c'est de concevoir différemment.
et de prendre en compte ces impacts pour pouvoir réfléchir dès la conception au recyclage, dès la conception à une consommation optimale énergétique. Et donc c'est pour ça qu'on travaille aussi en amont sur la partie formation. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'accessibilité web au niveau de l'handicap. Et donc l'objectif, c'est de former tous ces jeunes à l'accessibilité numérique. Ça va être un réflexe demain quand ils vont aller développer un produit logiciel en disant voilà, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire justement collectivement, il y a du travail à faire. Et pareil sur les objets connectés. Quand on est conscient de la problématique, on essaie de faire changer les pratiques. Mais le numérique apporte aussi plein d'avantages au niveau par rapport aux objets connectés. Dans différents secteurs, c'est une vraie valeur ajoutée. Mais comment on fabrique différemment, comment on conçoit différemment, comment on développe différemment, comment on recycle différemment, c'est tout ça qu'on aborde au niveau du numérique responsable. C'est pas d'arrêter la technologie. On sait que la technologie est là et elle va se développer. Mais c'est comment on produit différemment et comment on consomme différemment. Une autre question. C'est un commentaire. C'est juste un commentaire. Il ne faut pas confondre sobriété et frugalité. C'est deux choses différentes. Nous, on ne prône pas la décroissance, on prône une croissance intelligente avec une approche qui est sobre. C'est-à-dire que l'usage, tu ne l'as pas dit, mais un excellent exemple, c'est quand on développe un moteur de recherche. Vous pouvez faire un tour sur les deux grands moteurs de recherche, Google et Yahoo. Google est un moteur de recherche qui est sur un plan de vue usage sobre, c'est-à-dire qu'on n'affiche que le moteur de recherche. Yahoo, sur un plan de vue économie numérique responsable, est complètement catastrophique. Vous allez sur Yahoo, vous avez plein de petits trucs qui apparaissent un peu partout, et en fait, vous ne venez pas sur Yahoo pour voir les petites actualités qui apparaissent, et donc ça consomme de façon inutile. Donc il faut être capable d'adapter ce que vous développez à l'usage que vous envisagez et éliminer tout ce qui est futile. C'est ça la sobriété. Frugalité, ça ne veut pas dire qu'on est en décroissance et qu'on vient en arrière. Et donc, vous avez raison, on a des objets connectés qui vont arriver partout, etc. Sauf qu'il faut que ces objets et ces éléments servent à un usage et pas qu'il y ait un développement massif sur plein d'autres choses qui sont des gadgets. Voilà. C'est ça qui est essentiel. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'inculquer en disant on regarde d'abord l'usage et on adapte au mieux par rapport à cet usage. Merci. Un commentaire par rapport à ce que vient de dire monsieur ? Edouard ? Non, parce que je travaille avec eux. On se connaît très bien. Messieurs, dames, une question par rapport à tout ça, par rapport à l'exposé qui s'est déroulé tout à l'heure ? Je pense en effet qu'on parle souvent des effets, des nuisances, de la consommation, de toutes ces choses négatives, mais on oublie souvent de parler de ce qu'apporte le numérique, ce que évite le numérique en consommation, en déplacement, etc. Et souvent, dans les débats, on regarde le côté négatif, mais jamais le côté positif, parce qu'il est difficile aussi à quantifier, à chiffrer. Oui, la thématique, j'aurais pu aussi exposer aussi tous les apports du numérique. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du Green IT et de l'IT for Green. Notamment depuis la crise du Covid, on essaie d'évaluer ce qu'apporte le télétravail par rapport à une consommation, d'ailleurs un déplacement professionnel. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, le numérique apporte plein de choses. Là, l'idée, c'était au niveau de la conférence, c'est de parler de la partie environnementale, des conséquences du numérique par rapport à l'environnemental, mais quand on enseigne le numérique responsable, on aborde aussi cet aspect. Qu'est-ce que peut apporter le numérique pour l'environnement aujourd'hui et le développement durable ? Vous l'avez bien évoqué, la partie comportement humain est très importante et souvent c'est du bon sens. Tout ce que vous avez évoqué là, c'est du bon sens, du comportement humain et souvent qu'on oublie mais qui devrait être naturel. Après, il y a les usages, mais j'ai aussi évoqué l'aspect, on va dire, professionnel du numérique responsable. Et là, il y a tout un travail à faire, un travail de formation, notamment par rapport aux jeunes. Souvent, avec Christophe, quand on parle, parce qu'on a développé, moi j'étais développeur. À l'époque, on n'avait pas autant de ressources
au niveau de la machine pour pouvoir développer nos applications. Donc on faisait de facto du numérique responsable. Sinon notre application elle ramait. Donc on essayait d'optimiser l'utilisation des ressources. Aujourd'hui, les processeurs sont tellement puissants, la donnée existe, que nos jeunes, la partie optimisation, c'est le cadet de leur saut aussi, ils travaillent plutôt sur l'IHM, sur l'interface, mais ils n'optimisent pas la consommation énergétique de leur application. De toute façon, ils ont les ressources au niveau des machines, ils ont les ressources au niveau des data centers pour les donner. Et donc l'idée, c'est d'inverser la tendance en disant, même si les machines sont puissantes, travaillons ensemble pour pouvoir éco-concevoir des produits. Éco-concevoir des produits, c'est aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire dès qu'on produit, comment on recycle derrière. L'éco-conception, c'est aussi l'obsolescence programmée, en développant un produit pour que dans 2 ans, parce que souvent c'est ce qu'on fait sur les produits logiciels, c'est exactement comme le matériel, on développe une application, on est sûr que dans 3 ans, cette application elle sera complètement obsolète. Et donc il faudrait racheter une nouvelle application et mettre à jour sa machine. C'est tout ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'acheter tous les ans le dernier iPhone, oui. qui n'apporte pas grand-chose. Ouais. Je remarque par rapport à la présentation que tu as faite sur le comportement personnel. Oui. On sait qu'il y a 20 à 30% des gens qui sont en difficulté de base avec le numérique, oui. Mais même des gens qui ne sont pas en difficulté de base avec le numérique, quand moi je regarde la liste, il y a la moitié des choses que je ne sais pas faire. Parce que l'ensemble des exemples qui sont donnés sur comment optimiser sa consommation électrique, sauf qu'à un moment donné, il faut à un endroit apprendre et voir, et c'est pas spontané, surtout pour une génération qui a démarré les ordinateurs plutôt au niveau professionnel qu'au niveau scolaire. J'ai présenté très brièvement ces pratiques. Jean-François, si tu vas sur le site de France Environnement, il y a un manuel d'aide, c'est-à-dire en disant en face de cette action, voici c'est-à-dire les états, les actions à mettre en place pour pouvoir déployer telle ou telle action. Donc il y a, je te recommande fortement le site de France Nature Environnement qui détaille tout, c'est-à-dire la mise en place de ces actions. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas au quotidien. Comment accompagner, comment partager et accompagner. Ouais. Pour des gens qui savent l'utiliser, pas des gens qui ne savent pas utiliser. Je recommande aussi fortement les étudiants de l'ESEP qui aident à... Et la 5G, ça peut changer quelque chose? En termes de rapidité, oui. En termes de consommation, non. On va consommer... la consommation de la data sera beaucoup plus simple à déployer. Donc je pense que ça va inciter à la consommation, notamment par rapport à la vidéo et au streaming. Par contre, en termes d'optimisation énergétique, en termes d'optimisation par rapport à l'utilisation du numérique, aujourd'hui, c'est pas la 5G qui va apporter, on va dire, une plus-value par rapport à l'optimisation de la consommation énergétique. Donc ça va plutôt faciliter l'usage du numérique. Mais le travail est en amont. La technologie va avancer. Demain, ça va être la 6G. Demain, ça va être plus de facilité. Donc c'est pour ça que le travail doit se faire en amont. Une autre question? Ou un commentaire? Bien, monsieur Djeloua. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Babou. beaucoup.